Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bruno Bonnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Secrétaire général à l'investissement en charge de France 2030. Pour celles et ceux qui vivent dans un bunker, France 2030, c'est ce gros programme de relance industrielle doté de 54 milliards d'euros sur 5 ans qui vient de fêter ces 2 ans. L'occasion d'en faire un bilan avec vous. Déjà, quick questions. Plus gros motif de satisfaction et remords ou regrets? Le plus gros motif de satisfaction, c'est la réponse. On a donc 54 milliards sur l'innovation en France. Au début, on s'est demandé qui allait répondre à tous ces appels à projets. Et en fait, plusieurs dizaines de milliers de réponses, de projets, d'entreprises qui se sont engagées. Et donc, résultat, au bout de 2 ans, c'est 3000 projets qui ont été soutenus. Ce qui veut dire, c'est cette vivacité. Donc ça, c'est un grand motif de satisfaction. Remords ou regret, le regret, c'est l'investissement privé. L'État fait sa part et il faut maintenant que ce dérisquage de l'État, cette capacité à soutenir cette innovation. C'est quoi ça, ce dérisquage de l'État? En fait, puisque nous faisons quasiment 70% de notre soutien en subvention, en non dilutif, il faut accompagner ça de fonds propres. Bon, là-dessus, c'est la limite de l'exercice. Nous n'allons pas. On a à peu près 16% de fonds propres sur les 54 milliards, mais qu'on gère en fonds de fonds, avec des fonds comme vos auditeurs probablement connaissent, SPI, ADEME Investissement, Ecotech, qui sont donc des fonds structurés par l'État. Mais l'essentiel, c'est la subvention. Et cette subvention, elle doit s'accompagner d'investissements privés. On vise un effet de levier de 2. J'allais y venir. Quand vous mettez 1 euro, quand le contribuable, parce que c'est notre argent, quand l'argent public met 1 euro, combien met le privé? À aujourd'hui, à date, 1,5. C'est pas assez. C'est pas du tout assez. Il faudrait qu'on passe à 2. Et comment est-ce qu'on fait pour on vient donner sur Ecorama, Ouais. on essaye de convaincre les gens de dire attention, on est dans un bouleversement du monde où les opportunités sont légion. Moi j'appelle ça les 30 vertueuses. Il y en a on a connu des 30 glorieuses, là on a les 30 vertueuses. C'est-à-dire c'est un mélange d'innovation et d'attention à la planète. Et là, bien sûr que ça prend du temps. Il faut faire des paris sur des temps qui sont un petit peu plus longs. Mais bon, je vais vous donner un exemple, SpaceX. SpaceX, ça commence 12 ans avant ce qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on dit « Ah, quelle société formidable !» Mais il y a eu 12 ans de soutien public et privé pour que ça fonctionne. Bien sûr, si la NASA n'avait pas été là, SpaceX n'existerait pas. Mais s'il n'y avait pas eu les fonds privés américains qui accompagnent ce mouvement, elle ne serait pas plus là. Donc là, pour fabriquer les Dassault de demain, les Engie de demain, les grandes sociétés, pour fabriquer ça, il faut l'association du public et du privé. Et ce que fait l'État, c'est aider à faire cette marche importante du financement d'avenir en subventions, qui sont significatives. On finance en moyenne entre 25 et 30% des investissements initiaux des projets qu'on nous présente. C'est quand même... Pour les épargnants qui nous regardent, investisseurs privés, ils se disent oui, j'ai envie de participer, comment je fais concrètement? Je m'adresse je vois si je peux participer à des fonds d'investissement qui s'intéressent à l'innovation et à la décarbonation. Alors, il en existe dans toutes les banques. Il faut absolument participer. Il y en a à la BPI notamment. Ouais. Il faut absolument arriver à accompagner ce mouvement, qu'on soit d'ailleurs petit investisseur ou gros investisseur. Ouais. Sur ces 54 milliards d'euros de ce plan, vous en avez engagé la moitié, engagée et pas décaissée, il faut bien faire le distinguo. La moitié est engagée. Oui, alors pourquoi on fait le distinguo? Parce que je lis dans la presse, oui, mais il n'y en a que 7 milliards qui ont été décaissés. Ce sont des projets sur 2, 3, 4 ans. Quand on finance une nouvelle usine, une première usine de batterie, ça va prendre 3 ou 4 ans. Donc le décaissement de l'État, il se fait exactement comme le décaissement d'un investisseur privé. Il se fait au fur et à mesure des étapes. Donc engagé, c'est la parole de l'État qui est engagée. Donc ça veut dire que c'est sauf catastrophe, on ne revient pas en arrière. Décaisser, c'est effectivement la trésorerie qu'on décaisse au fur et à mesure. Ouais. Donc l'un va avec l'autre, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tangible dans vos investissements, encore une fois, on peut parler voiture électrique, on peut parler hydrogène et carboné, on peut parler spatial. Donnez-nous des exemples, vraiment, pour mettre du corps... Écoutez, on va donner quelques exemples qui sont très, très parlants. Une société qui s'appelle Elicit Plant, par exemple, qui travaille dans le stress hydrique des plantes. On sait que l'eau va être un problème. Eh bien, elle réduit de 20%, la consommation d'eau sur les grandes cultures. Elle est en train de se déployer sur la Pologne, sur l'Ukraine, sur les États-Unis, évidemment en France. Et ce genre de société est en train de transformer l'agriculture dans un total autre domaine. C'est comme Vercor, qui était un laboratoire de batteries. Ils sont en train de construire une gigafactory à Dunkerque, dans laquelle ils vont avoir plusieurs milliers d'emplois.
ils créent une école de la batterie pour garantir justement d'avoir tous ces gens-là, et ils satisferont plus de 500 000 batteries par an dans le grand plan batterie du gouvernement. Voilà, ça ce sont des exemples très concrets de société. Donc quand l'exécutif se félicite d'avoir déjà sécurisé un volume de 1,5 million de voitures électriques produites en France, c'est pour partie grâce à France 2030? Ah ben c'est même, c'est en grande partie grâce à France 2030, et évidemment l'énergie des constructeurs, comme Renault, comme Stellantis, etc. Mais pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas la batterie dans un véhicule électrique, si vous n'êtes pas autonome sur votre gestion de batterie, vous n'avez pas de véhicule électrique. Oui. Donc, c'est 40%, 30 ou 40% de la valeur ajoutée d'une voiture. De la valeur ajoutée, batterie. Et c'est surtout un élément essentiel de la motorisation. Donc ça veut dire que là aujourd'hui, avec 4 gigafactories sur le territoire français, il y en avait 0 avant France 2030, 4 gigafactories aujourd'hui, on va devenir à 2030 indépendant énergétiquement sur le plan des batteries. Après, je pourrais vous citer des sociétés qui font des beaux exemples comme Forvia, qui faisait des pots d'échappement, donc qui crachaient du CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, ils font des réservoirs à hydrogène vert. Donc, ils ont carrément flippé leur activité en passant d'émetteurs à justement flipper en anglais, pas flipper à la française, flipper à l'anglaise. Oui, à l'anglaise, c'est-à-dire ils ont vraiment changé, transformé leur modèle, pivoté leur modèle absolument. Donc, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est le passage d'une société de chenilles fossiles à papillons électriques. Donc c'est vrai que c'est une grosse transformation. Et on est au milieu de cette espèce de chrysalide, c'est difficile, ça passe. Mais les grands paris du début du siècle, les gens qui ont investi à l'époque sur le chemin de fer, les gens qui ont investi à l'époque sur l'électricité, eh ben, on les retrouve ici, c'est pour ça qu'il y a des opportunités d'investissement. Dans quel secteur on est dans le game? On va se la jouer encore une fois à l'anglaise. Et dans quel secteur on n'est pas dans le game? Pardon, mais sur tout ce qui est data, tout ce qui est serveur, on est en France, plus vraiment dans le game. Par contre, de l'hydrogène, l'aérospatiale, l'oncologie, je vous ai écouté sur une autre antenne, l'oncologie, le quantique, là on est dans le game, je veux dire. Alors comme vous dites dans le game, c'est-à-dire on est dans les bonnes structures, les bonnes sociétés, les bons pays, dans de très nombreux secteurs en termes on est dans la compète. Là où on va devenir des champions, c'est sur la prochaine étape, et notamment effectivement dans la médecine, qui est en train de révolutionner, notamment toute la médecine génétique, toutes les thérapies géniques qui sont en train d'arriver, on est très fort. Sur le spatial, on a quand même une structure où on a 10 sociétés en France aujourd'hui qu'on soutient, qui vont avoir des premiers lanceurs spatiaux. Pareil. Quand Là, les premiers vont commencer à décoller en 2026 ou début 2027. C'est-à-dire, c'est après-demain. Ouais. Et je pense que la question de savoir si on est dans le game ou pas est très distincte en fonction des entreprises. Non, pour savoir si c'est pas à fond perdu, même s'il y a une Regardez, part de risque, on disait on était complètement décroché en intelligence artificielle. Bon, Mistral AI lève près de 400 millions. Ouais. On dit waouh, c'est formidable. Mais derrière Mistral AI, et pas que, il y a les 500 millions que met l'État sur la formation en intelligence artificielle pour demain, l'argent qu'on met également, près de 300 millions sur la cybersécurité. Donc il y a tout un... On est vraiment en train d'avoir une espèce de stratégie assez holistique de dire on se remet dans les performances internationales. Et alors, moi, on me sort à chaque fois, oui, mais regardez ce que font les Américains, eux, ils sont avec un zéro de plus. Ouais. Et je dis toujours... C'est plus qu'un zéro, d'ailleurs. Mais comparez les choux et les carottes. Faut pas se comparer. Ça sert à rien. Faut pas comparer la France aux États-Unis. Par contre, si on compare les États-Unis à ce que fait toute l'Europe entière, l'Europe, de manière nationale, pays par pays ou... oui, tout ce que font chaque pays, vous faites une addition de ce que font les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Polonais, etc., et les Français, bien sûr. On est plutôt au part. Et là, on est dans une bonne compète. Parce qu'il y a bien des défis, le changement climatique en est un, qui sont des défis continentaux. Mais pour pouvoir discuter en Europe d'une façon efficace, soyons bons dans nos technologies, soyons bons en souveraineté nationale. Après, encore une fois, de manière tangible, on parlait des batteries, mais les biomédicaments, parlez-nous de biomédicaments, de nucléaire, de spatial, des secteurs d'excellence présentes et à venir. Dans le biomédicament, je vous ai déjà parlé des révolutions de thérapie génique. Les biomédicaments, qu'est-ce que c'est? Ce sont des médicaments qu'on ne fabrique plus avec de la chimie, mais qu'on fabrique à partir du vivant, de bactéries qui réussissent à faire des changements de process. On a une société qui s'appelle Biose dans le Cantal, à Aurillac. Cette société, c'est le leader en Europe de la fabrication aujourd'hui de biomédicaments. C'est-à-dire que vous leur donnez des formules, ils ont des recettes magiques, un peu comme de la cuisine, ça ressemble beaucoup à de la cuisine d'ailleurs, ces fermenteurs, et ils fabriquent en volume des biomédicaments qui vont soigner un certain nombre de... soigner quoi par exemple? Qui soignent des maladies dont je n'arriverai même pas à vous prononcer le nom, mais qui n'ont pas de solution pour la plupart, et qui sont vraiment des solutions d'avenir, parce que c'est aussi ça. Vous voyez, on a créé le réseau des bioclusters. Il y a eu le Téléthon il y a quelques jours qui a levé 80 millions d'argent privé
des gens personnels qui sont engagés à soutenir. Eh bien, à côté de ça, l'État a mis dans le même structure qui est soutenue par le Téléthon, qui s'appelle Généter, fabrique donc des médicaments géniques, 70 millions dans le cadre de ce qu'on appelle un biocluster, c'est-à-dire de rassembler des énergies pour créer des solutions pour les maladies rares, dites orphelines souvent, qui n'ont pas de solution aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans cette phase où Alors, j'ai pas un catalogue, moi je viens pas avec un catalogue. Tous les lauréats de France 2030 sont dans france2030.gouv.fr. Ouais. Tous les lauréats. Donc si on a envie de s'intéresser spécifiquement à des domaines, il faut plonger, aller regarder les sociétés qui sont là-dessus. Certaines d'entre elles d'ailleurs ont des capitaux ouverts, certaines d'entre elles sont même listées sur certains marchés. Donc il faut les regarder. Le secteur porteur, juste un tout petit mot, hydrogène, nucléaire, là aussi, il y a de l'argent qui est investi. Bien sûr, 2,5 milliards. On est dans la course. On est vraiment dans la course, voire en hydrogène décarboné, on est plutôt en tête de course. La décision qui a été prise, à la fois parce que nous avons nos centrales nucléaires qui vont permettre de produire de l'électricité, faire de l'électrolyse. Et puis parce qu'on a une nouvelle donnée, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène blanc, qui est l'hydrogène naturel qui sort du sol. Je ne sais pas pour le coup, je connaissais le vert et le gris, il y a le blanc. Alors, il y a le vert, le gris, le jaune. Hein, donc, je vous l'ai fait en cours. Le vert, c'est strictement européen, c'est les ENR, les énergies renouvelables, sans le nucléaire. Ouais. Hein, le gris, c'est celui qui est à partir du méthane. Ouais. Au passage, ça veut dire que pour chaque kilo d'hydrogène, on recrache 10 kg de CO2 dans l'atmosphère avec le gris. Le jaune, c'est le nucléaire, parce qu'ils ont voulu le distinguer. Ouais, du vert. Et puis, le blanc, c'est le naturel, c'est le natif, c'est celui qui sort du sol. Et on a en France commencé, sur 6 sites, l'exploration pour voir s'il y a des poches suffisantes pour passer en exploitation. On est au début. On est au tout début. Le premier permis formel a été accordé dans les Pyrénées-Orientales la semaine dernière. Donc ça commence seulement. Mais ça veut dire que s'il y en a, tout comme pour le lithium, c'est intéressant parce que c'est-à-dire que la France a des ressources naturelles qu'elle va pouvoir utiliser. Voilà. Et peut-être pas aboutir, mais en tout cas aller tendre vers une plus d'autonomie stratégique, notamment s'agissant d'intrants, de composants importants, à savoir les métaux ou autres. Et moins d'empreinte carbone. Moins d'empreinte carbone. Sur ces 54 milliards, donc la moitié des DTC, 3000 entreprises bénéficiaires et partout sur le territoire. Encore une fois, ce n'est pas un truc parisien. 65% sur le territoire hors Île-de-France. Ouais. Ça veut dire, et y compris Outre-mer, où d'ailleurs je pars ce soir pour à La Réunion, parce qu'il y a aussi des investissements qui ont été faits là-bas. Et des PME qui ont reçu la moitié des aides, qu'on ne vienne pas nous dire c'est un truc pour les grosses boîtes. Ah oui, 46% ce sont des petites boîtes, des PME, ce qu'on appelle les acteurs émergents. Une autre partie, c'est les centres de recherche, il ne faut pas les oublier, aussi bien fondamentales qu'appliquées. Puis la dernière partie, c'est les grosses entreprises, mais elles représentent moins de 20%. Bon, après je lisais quelques articles sur des TPE, des PME, pardon, il faut en parler aussi, qui se plaignent un peu de la lenteur, de la lourdeur pour toucher ces subventions. Est-ce qu'on peut simplifier encore? Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, on a commencé à simplifier, on a réduit par 2 les délais. Ils ne sont encore pas assez réduits, on va continuer. Ils sont combien les délais aujourd'hui? 6 à 8 mois entre le moment où on dépose un dossier et le moment où on va commencer à toucher le premier chèque. Sachant que dans ces 6 à 8 mois, il y a une partie très importante qui s'appelle le conventionnement. C'est l'accord que passe l'entreprise avec l'État. En clair, les étapes dans son innovation. Parce que très souvent, c'est pas un guichet, c'est vraiment un trajet d'excellence. Donc, un dossier sur 3 est retenu. Donc, on a déjà une présélection qui est très importante. Et à partir de là, on essaye d'aller au maximum. Maintenant, objectivement, moi, j'ai été chef d'entreprise. Quand vous faites des levées de fonds, patron d'infogramme. Quand vous faites une levée de fonds, vous y prenez bien un an et demi à l'avance, dans la réalité. Donc un délai de 6 à 8 mois venant de l'État, qui est votre argent, qui est notre argent, qui est l'argent collectif, auquel on doit faire attention, ça ne me paraît pas déraisonnable. Alors, on aurait envie que ça aille beaucoup plus vite, mais dans la réalité, on est plutôt dans la bonne moitié supérieure de ce qui se passe au niveau international en termes de subventions. Je ne sais pas dans quelle mesure cette question est pertinente. Moi, elle m'apparaît importante quand même. On a eu souvent des plans d'investissement des différents gouvernements, plusieurs milliards sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande. Et pour autant, la France se désindustrialise toujours d'un point de vue macroéconomique. Oui. Elle perd toujours des parts de marché où elle s'est stabilisée à un bas niveau. Il n'y a pas une contradiction. Et quand est-ce que ça produira des résultats sur notre commerce extérieur, nos parts de marché,
l'emploi industriel? Alors là-dessus, j'ai deux bonnes nouvelles. Ah. La première, c'est qu'il y a des technologies maintenant qui permettent d'envisager justement une nouvelle révolution industrielle. Vous les avez citées, le nucléaire, l'hydrogène vert, les voitures électriques, les changements de process, la robotique, la microélectronique. Donc ça permet de commencer à dire « Ah, on est dans une nouvelle étape ». Donc ça, c'est intéressant. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Première nouvelle. La deuxième, c'est que les deux plans vont ensemble. Il y a France 2030 qui s'intéresse à la décarbonation. Il y a aussi tout ce qu'on fait au niveau du gouvernement sur la réindustrialisation. 300 usines depuis 2017 ont été rouvertes en France, dont 100 cette dernière année sur les fonds France 2030. On a un programme première usine. Moi, avec combien d'emplois créés ou conservés? Alors, à date, sur tous les financements que nous avons déjà faits, il y a 56 000 emplois nouveaux, directement générés par France 2030. Nouveau ou maintenu? Nouveau. Alors, maintenu nouveau, même combat, parce que la réalité, c'est que quand vous avez des gens qui étaient dans la voiture thermique et qui passent à la voiture électrique, heureusement qu'on ne les laisse pas sur le carreau. Ça fait moins 1 plus 1, ça fait moins 1 plus 1. Alors, si vous voulez, on peut dire un solde total, on peut le dire comme ça. Mais la réalité, c'est que on est à cette inflexion, à ces nouvelles technologies qui vont pouvoir faire un futur, avec un double effet qui se coule. On va être moins dépendant de l'extérieur, puisqu'on va pouvoir réexporter et on va être plus souverain, on va mieux maîtriser un peu notre destin. Le gouvernement a calculé que les recettes fiscales générées par cette enveloppe de 54 milliards d'euros allaient rembourser le plan à horizon 2027. Ben oui. J'aimerais qu'on m'explique. Je comprends, il y a des cotisations, il y a des... De toute façon, là-dedans, l'État est un peu toujours gagnant. Il y a la TVA, il y a les charges sociales, les impôts et divers et variés. Donc le surcroît d'activité... Alors, le surcroît d'activité, il est plus important que ça, puisque le plan dit... Non, mais permettra de générer des recettes fiscales suffisantes pour rembourser les 54 milliards. En tout cas, c'est ce que projettent les économistes. C'est ce que projettent les économistes, qui veut dire surtout, et ça c'est très important, c'est que cet argent n'est pas un argent qu'on jette par les fenêtres, c'est un argent qu'on investit d'une façon avisée, de façon sage, dans des... Maintenant, on peut se tromper, et on a intégré qu'on pouvait avoir des ratés. Quand on met de l'argent dans de l'innovation, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Sur les 3 000 qui ont reçu des subventions, il n'y aura pas 3 000 qui finiront vainqueurs. Hein. Voilà, il y aura peut-être 10% d'échecs, mais qu'importe. Parce que ce qu'on pourrait nous reprocher, c'est de ne pas projeter la France dans cet avenir. Parce qu'à continuer à croire qu'on va revenir en arrière, à continuer à croire que c'était mieux avant, à continuer à croire que la planète peut continuer à aller à cette vitesse folle, on va dans le mur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a un impact sociétal de France 2030 qui est sur l'aménagement du territoire, sur les changements de mentalité, sur la décarbonation. Vous savez, ne serait-ce que le sujet des ressources. Là, il paraît évident à tout le monde parce que COP28, etc. Mais le sujet des ressources. Rentrer dans les usines avec l'idée que, attention, il faut rentrer plus dans des recyclages, dans des économies, dans la sobriété. C'est déjà une transformation en soi que fait France 2030. Moi, j'en suis très fier. Vous me parlez des regrets, des remords. Moi, ça, c'est au contraire une grande fierté. Pour fêter ce deuxième anniversaire de France 2030, le président de la République a rajouté un peu d'IA, un peu d'intelligence artificielle, avec la fabrication, si j'ai bien compris, je ne suis pas expert, de puces électroniques qui seraient fabriquées en France, qui seraient dédiées à ces machines autour de l'IA. Oui, parce qu'on a commencé par remettre beaucoup d'argent pour doubler la capacité de fabrication de chips, on va dire, traditionnels. Notamment celle de ST Microélectronics. Acrol. Acrol, ST Microélectronics. Bon, là, on revient un peu au niveau. Mais on a mis aussi, à l'intérieur de ce contrat de soutien, de la recherche pour faire des puces électroniques qui soient de nouvelle génération. On ne peut pas laisser le monopole du cerveau de l'intelligence artificielle aux Américains, aux Asiatiques. On ne part pas trop tard là, non ? Écoutez, vous savez quoi, je dis toujours, je ne sais pas si on part trop tard ou pas trop tard, mais moi j'aime bien le lièvre et la tortue. À un moment donné, il faut partir. Parce que si on ne part pas, on est sûr de perdre. Oui. Donc moi je dis, il faut engager le processus, ce que nous faisons. Il faut essayer d'attirer et de former les meilleurs talents. Et je suis convaincu que ça soit au niveau uniquement français ou au niveau européen, qu'on rattrapera ce retard et qu'à la ligne d'arrivée, on aura au moins une intelligence artificielle européenne, j'espère le plus souveraine possible, mais il faut lancer ces courses. Parce que c'est comme au loto, hein. Celui qui n'a jamais essayé, il est sûr de perdre. Donc là, on est dans un loto d'intelligence, c'est-à-dire de se dire, il faut aller vers ces nouvelles technologies d'une façon résolue, parce qu'on sait que ça fera partie de notre monde de demain. Bon, le mot de la fin aux investisseurs, aux épargnants qui nous regardent, on leur dit quoi ?
croyez en l'avenir et croyez en la France. Moi, je pense qu'on a démontré notre résilience, on est en train de démontrer notre compétence, et demain, on va démontrer notre abondance. Donc, il faut continuer à investir dans ces technologies d'avenir, ne pas se laisser embarquer dans une espèce de désespérance face aux Américains et aux Asiatiques. Il y aura du réglementation, l'impact carbone, ça paiera un jour. Donc, misons sur une réindustrialisation et une innovation française. Qu'est-ce qui se passe le jour où vous avez engagé les 54 milliards, puisque déjà la moitié au bout de 2 ans était engagée? La question sera posée de savoir si on continue ou pas, mais ça, la question, c'est pas chez moi, ça sera au niveau de ce gouvernement ou de ceux qui suivront. Bon, d'ici là, on en reparlera. Merci de passer nous voir. Bruno Bonnel, secrétaire général à l'investissement en charge de France 2030, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.